Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. 3,6 milliards de francs CFA, c'est le montant débloqué par la Banque africaine de développement pour les études de faisabilité du prolongement du Transcamerounais vers le Tchad. Des études de faisabilité parties pour durer 22 mois verront par la suite le prolongement de ce chemin de fer à partir du terminal ferroviaire de Ngaoundéré pour le sud du Tchad. C'est Camrail qui exploite actuellement le réseau ferroviaire du Cameroun depuis le 1er avril 1999. Dans le cadre du contrat de concession signé avec l'État du Cameroun pour une période de 30 ans. À l'accession de la partie française du Cameroun à l'indépendance, le 1er janvier 1960, le Cameroun dispose de 517 km de voies uniques avec écartement métrique aux courbes serrées et au profil peu facile. La ligne Douala-Yaoundé est construite entre 1908 et 1927. Les Allemands de Douala jusqu'à Ezeka et les Français d'Ezeka à Yaoundé. La ligne Douala-Konsamba sera construite entre 1906 et 1911. Le réseau va se développer après l'indépendance avec la construction de la ligne Yaoundé-Ngaoundéré entre 1964 et 1974. Puis à l'ouest, lors de la période de l'unification avec la pose du premier rail de la ligne Mbanga-Kumba le 23 mars 1964. Exploitée jusque-là par la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, en abrégé Régifercam, l'entreprise est inscrite en 1996 dans le processus de privatisation par l'État du Cameroun, alors qu'elle présentait un déficit moyen annuel d'exploitation de l'ordre de 4 milliards de francs CFA par an entre 1994 et 1999. 38 gares sont présentes sur le réseau qui compte 658 ouvrages d'art, 2194 ouvrages hydrauliques, 35 ponts métalliques, 3 viaducs et 4 tunnels. Du fait de la privatisation des lignes Otele-Mbalmayo et Mbanga-Kumba, autrefois exploitées, ces lignes sont complètement à l'abandon et ont même disparu, madame, monsieur. Tout à l'heure, à 20h, c'est l'édition du vendredi du 20h qui sera présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Secteur ferroviaire au Cameroun en panne de développement, c'est une interrogation. Madame, monsieur, pour tenter donc de répondre à cette interrogation, nous avons invité en plateau ce soir Maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir, Maître. Bonsoir à vos milliers de téléspectateurs, bonsoir à vous-même ainsi qu'à vos techniciens. J'espère que je représenterai valablement mon parti, le RDPC, sur ce plateau. Voilà, merci, c'est ce qu'on souhaite. Bonsoir Bernard Tchaï. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Equinox Télévision. Je ne peux pas ne pas féliciter Equinox pour les nombreuses extinctions qu'ils ont eues dernièrement. Félicitations à toute l'équipe dirigeante, félicitations à Equinox, félicitations surtout à vous Serge Alain, parce que c'est vous qui êtes plus ou moins la vitrine d'Equinox Soir. Félicitations à vous tous. Voilà, ils sont de l'autre côté, hein. Réalisateurs, et les autres. Bien évidemment. L'équipe Francis Boyom, ouais, ils sont de l'autre côté. Là. Bonsoir, Dr Ngoudou Delvaris. Bonsoir Serge Alain, bonsoir Maître, bonsoir Monsieur Tchaï. Moi aussi je ne manquerai pas la règle. J'ai félicité Equinox pour le grand travail qu'ils abattent pratiquement toute l'équipe
malgré beaucoup de difficultés, parfois beaucoup d'épreuves, nous nous rendons compte que Equinox se maintient, d'autant plus que ce n'est pas la première année, ce n'est pas la deuxième année, ce n'est pas la troisième année pratiquement consécutive que Equinox a fait beaucoup de prix, particulièrement Equinox Soir. Nous pensons que c'est une performance à féliciter et nous les encourageons à continuer dans ce sens-là. Cela démontre clairement que le public apprécie le travail qui est fait par l'équipe d'Equinox et, comme on dit parfois chez nous, un seul mot, continuer. C'est le leader, le président de la République qui l'a dit, il faut citer. Sinon, il sera pas exact. Sinon, le président de la République avait dit un seul mot, continuer, et qui n'ose continuer de travailler. Ça, c'est qui a César, Exact. Bonsoir, Manoutak. Bonsoir, Serge Alain. J'arrive avec quelques petites minutes de retard. Je m'excuse auprès de vos millions d'auditeurs. J'ai cru que j'étais à Bafoussam, vous savez, à Bafoussam. Lorsque je cours à 7h30, je peux démarrer ma voiture à 7h25 et arriver au lycée. Donc, je suis resté... Mais si vous êtes à Bamungom, Kamkop, vous n'allez pas démarrer à 25. Je vous dis que la route est tellement libre, donc j'ai cru que j'étais... 5 minutes, lorsque la route est libre, lorsque la route est ouverte. Vous pouvez partir de Kamkop pour le lycée classique en 5 minutes, donc... Je me suis dit que j'étais à Bafoussam, donc les embouteillages de Douala m'ont coincé pratiquement. Et je remercie mon frère Sufé Etienne qui m'a accompagné ici avec sa moto. Et on a bravé beaucoup d'obstacles pour arriver là. Donc bonsoir à vos millions d'auditeurs, je suis fier d'être là. C'est Jeanne. Merci à vous. Maître Joseph-Claude Biliga, on va commencer par cette actualité. Le 21 octobre dernier, actualité certes triste, 2016, il y a eu cette catastrophe ferroviaire, le train 152 n'est pas arrivé à Douala, parce que la route au niveau de Magnaï était coupée, tout le monde s'est rabattu du côté du chemin de fer et on a eu ce malheureux incident. Le train qui faisait la ligne Douala-Yaoundé, qu'on appelait Intercity, ce n'est qu'hier que, on a vu le ministre des Transports repartir, venir pour inaugurer. 5 ans quand même, c'est énorme. C'était quoi le véritable problème? Je pense que le ministre a expliqué la raison pour laquelle on n'a pas pu reprendre. Il était question qu'on s'assure que les voies, les rails ont été, je veux dire, que les rails pourraient supporter pourraient supporter le trafic, que les wagons, les voitures qu'on avait acquises, les voitures acquises auprès des Chinois par exemple, que les voitures qu'on devait utiliser devaient être adaptées au rail, etc. Je pense qu'on a besoin de prendre des mesures de précaution pour pouvoir permettre que cette voie, que ça reprenne. Il faut également noter que parfois, lorsqu'il y a un traumatisme comme celui-là, et on a parfois peur de prendre le même train, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses sur les rails, sur le conducteur de cette locomotive, sur les circonstances, avec le rajout des wagons, etc. Donc tout cela, je pense que ça a dû traumatiser certaines personnes. On s'est dit, pourquoi ne pas attendre un peu avant de prendre la route. Moi, j'ai eu des... 5 ans quand même, c'est énorme. Moi, je pense que c'est quand même un peu beaucoup, mais je pense que mieux vaut prendre de recul, des précautions que de se précipiter. Moi, j'ai eu l'occasion de m'y rendre juste après cet accident, parce que j'étais dans un mouvement et nous sommes partis aider les autres, c'est-à-dire aider les personnes là-bas. J'ai vu le wagon au niveau... encore couché, on a pu interroger, on a été reçu par les autorités, nous avons eu à discuter de ça pendant longtemps. Et je pense que c'est un événement assez triste dans l'histoire de ferroviaire dans notre pays. Et le souhait de tous, c'est que cela ne se réalise plus jamais. Et cela passe par le renforcement naturellement des mesures de sécurité, notamment au niveau de rail. Pour cette raison que je suis un peu content que il y avait un mouvement d'humeur qui avait lieu très régulièrement, je crois, entre 2012 et 2011. 2017. Oui, avec ce mouvement sur d'une entreprise qui était chargée du maintien, de la maintenance, je veux dire, de l'équipement de rail
rail. 2012, ouais. Voilà, 2012, voilà. Et par la suite, on a diversifié. Du personnel, voilà, on a ouvert ce marché à la concurrence. Aujourd'hui, il y a 4 entreprises qui s'assurent de la maintenance des rails et je pense que nous pensons que cela va permettre qu'il y ait plus ce genre de choses. Je profite de ça pour m'incliner sur la mémoire de 2 dames, Madame Ignem, 2 sœurs qui traversaient au niveau de Macaque le passage à niveau. Ce jour-là? Non, ça fait moins de 2 mois. Et qui ont été happés par un train, ça fait moins de 2 mois. Et vous vous souvenez très bien. À Macaque, elles habitaient à Yaoundé, elles sont venues dans leur village. Et moi, je pense que ces genres d'accidents, même comme ça arrive un peu partout par le monde, on doit pouvoir les éviter. Les passages à niveau. C'est pour cette raison que je salue, par exemple, ce qui se passe au niveau de passage à niveau de Yassa, de Niala, il y a des gardiens de vigile qui sont là et qui essaient autant que faire se peut d'éviter que ce genre de catastrophe n'intervienne, c'est-à-dire qu'une personne s'engage au niveau de passage à niveau alors que le train est en train de passer, à annoncer. Voilà. Ok. Voilà, Bernard Thiaye, cette situation, on reste sur les délais. 5 ans quand même pour mettre ça à Milan, le traumatisme. Est-ce que c'était un problème d'équipement, la catastrophe? C'était pas la surcharge, ces voitures qu'on a ajoutées? Les responsabilités ont déjà été dégagées. Oui. Tous ceux qui ont donné les ordres d'ajouter les voitures. Les voitures, oui. Parce qu'il fallait rapidement ramener les Camerounais sur Yaoundé. On les connaît. Maintenant, 5 ans après, Serge Alain, il faut être honnête, je veux bien reprendre les paroles de Maître qui a dit tantôt que cette situation a créé des frustrations et des traumatismes. Oui. Mais vous savez, quand une maison se brûle et que très rapidement vous refaites la peinture, le plafond et tout, le traumatisme s'en va immédiatement. Alors si 5 ans après, il est allé là-bas, il vous l'a dit tout vous-même, il a trouvé les wagons encore dans le cimetière. Non, pas 5 ans après. J'étais là-bas le jour où, quelques temps après l'accident. Oui, d'accord. Il n'en demeure pas moins que si nous allons là-bas aujourd'hui, les wagons, ils sont toujours. Parce que j'y étais. Il y a encore les wagons. Les wagons, ils sont toujours dans le ravin. Moi, je n'ai pas vu. C'est normal que vous ne voyez pas. C'est normal. Comment ça? Non, c'est normal. On se comprend. C'est normal. Non, c'est pas vrai. Moi, j'y vais régulièrement. Je vous dis que les wagons sont là. D'ailleurs, ces wagons servent de chambre climatisée pour les animaux qui sont en bas. Tout le monde le sait. Non, pour revenir au fait, 5 ans, c'est beaucoup. C'est vraiment tellement énorme que les populations de Maca se sont senties. Je veux dire, les populations qui ont été transportées ce jour-là dans le train, les décès, enfin toutes les victimes, et les populations de Maca ont cru un moment qu'on les avait abandonnés. Parce que voyez-vous, il avait été décidé la construction d'une stèle où on devait nominer toutes les personnes jusqu'à aujourd'hui. Maître Biligava a encore donné un autre 5 ans. Oui, on attend. Si on a attendu les travaux qui se sont arrêtés et pour la catastrophe de la Cameroun Airlines qui est tombée à Mbanga Pongo jusqu'à aujourd'hui. Non, dans ce pays, on est habitué à attendre. Et en attendant, cela favorise que les Camerounais commencent à se dire des choses, à penser des choses, et un jour viendra où la récréation va décidément s'arrêter. Mais pour dire qu'il faut absolument que même comme ça a été aussi long, que dorénavant que l'État de ce pays arrête de toujours garder les cadavres dans leur placard. Parce que plus vite on réagit, plus vite les populations se sentent libérées, plus vite les populations, c'est-à-dire que nous, ceux qui prennent la voie ferroviaire, nous sentons quelque part une certaine sécurité. Mais si on sait que ceux qui ont été les premières victimes et que 5 ans après, rien n'a été fait pour eux, je compatis avec M. Biliga pour dire effectivement, ça fait peur. Donc, Serge Alain, il faut effectivement que quelque chose soit fait pour que ces populations soient vraiment... Et d'ailleurs, vous savez, il y a des victimes qui se plaignent encore jusqu'à aujourd'hui. Et on a dit, comme vous savez, dans notre pays, une enquête a été ouverte jusqu'à aujourd'hui. L'enquête n'a pas encore donné ses résultats. Il y a aussi qui se plaignent du montant, surtout le montant de... Tout ça, c'est les calebasses qui sont en train de faire du bruit. Mais s'il faut attendre des années pour résoudre ce problème, vraiment, je pense que prions seulement, on verra ce que le Cameroun nous réserve. Voilà, Dr Goudjou, 517 km
l'indépendance, mais avec le président Ahidjo, ça a poussé quand même au vert. J'ai parlé de la ligne de l'Ouest, on appelait la ligne de l'Ouest, après cette fameuse ligne du centre, Douala-Yaoundé, commencée par les Allemands et les effets de la guerre. La Première Guerre mondiale n'ont pas permis aux Allemands d'aller jusqu'au bout, ils se sont arrêtés à Ezeka, les Français ont pris des Ezeka jusqu'à Yaoundé, mais le président Ahidjo, lui, il a pris la ligne, voilà, Yaoundé, Ngaoundéré, tout ça. Mais depuis, rien ne bouge véritablement. Mais j'ai certes commencé aussi par cette volonté et du Cameroun et du Tchad de prolonger, c'est-à-dire Ngaoundéré, le sud du Tchad, sûrement à Moundou, pour peut-être éviter le corridor par la route. Oui, Serge Alain. En fait, le chemin de fer, c'est un élément de développement très important. Dans tous les pays sérieux, le chemin de fer joue un rôle. Il n'est pas négligé. Vous avez bien fait de le dire. Et cela traduit un peu ce que notre ami M. Benachaï soulevait tout à l'heure. Si des gens font 5 ans pour se rendre à un endroit où il y a eu de nombreux morts camerounais, quelque part il y a une tâche dans leur conscience. Que ce soit les responsables étatiques ou les responsables de Camraille. Élément très simple. Il y a un contentieux, je vais revenir pour l'historique comme vous avez souligné. Oui. Il y a un contentieux qui, à mon avis, jusqu'aujourd'hui n'est pas vidé. Vous ne pouvez pas voir en train bondé à plusieurs milliers de personnes et vous faites une enquête, vous dites il y a 76 morts. Vous insultez l'intelligence des Camerounais. Surtout, vous insultez la mémoire des victimes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des centaines de personnes qu'on n'a pas retrouvé le corps. Comme il le dit, il y a encore des voitures qui sont en bas. Il n'y a pas assez d'appareils pour tracter jusqu'au dessus. Il y en a encore des corps en dessous. Puisqu'en réalité, ils ne comptabilisent que ceux qu'ils ont vus. Effectivement. Mais si, vous avez vu, je crois, même si c'était sur Regard Social ici, il y a un papa qui est passé. Il attend toujours de faire le deuil de son épouse. Mais nous, Africains, on fait difficilement le deuil quand on n'a pas vu le corps. Vous dites que son épouse, elle était là à l'intérieur. Je veux dire, l'État et les responsables de Camraille, à mon avis, ont une tâche sur la conscience. D'abord au niveau de l'enquête. Il y a un contentieux là. On peut le nier, on peut mettre la terre dessus, mais cela existe. Là, c'est d'eux. Maintenant, comme il a bien dit, on dit qu'on doit faire une stèle. Une stèle coûte combien? Au moins en mémoire des victimes. Pour que 5 ans plus tard, on ne parvient pas à le faire. Au-delà, même s'il faut maintenant faire la stèle, quel nom devons-nous mettre sur les stèles quand nous refusons même de comptabiliser le nombre exactement? Puisque nous voulons éviter de porter le grand record du plus grand scandale, c'est pas le plus grand accident ferroviaire de la planète. Moi, je pense que c'est un aspect qu'on est en train d'éviter. Au-delà de ça, tout à l'heure, notre ami Maître Biliga a parlé de voir si la qualité des rails peut supporter. Moi, ça me fait rire. Nous avons, vous avez bien fait souligner dans vos propos liminaires, nous avons l'écartement métrique pour les rails de 1000, c'est métrique pratiquement, c'est-à-dire 1000 mm, c'est-à-dire c'est un seul mètre. Ça, ce sont les plus anciens du monde. Dans la plupart des pays sérieux, l'écartement, c'est autour de 1435 mm. Vous ne pouvez pas avoir ça. C'est le même qu'on utilise. Est-ce qu'on a changé les rails là? Non. On n'a pas changé. Et justement, ça renvoie à votre question principale. En 1904, les Allemands ont commencé à travailler pour doter le Cameroun des infrastructures ferroviaires dignes de ce nom. Comme vous avez bien dit, la guerre est venue et le Cameroun a été victime de beaucoup de choses parce que beaucoup de nos difficultés aujourd'hui sont liées à la guerre que l'Allemand a perdu. Je vous vois venir, je exact. vous comprends. Avec la SDN, avec Cameroun anglophone, francophone, c'est pas quoi. C'est pas là le débat. En 1947, la régie FECAM est créée. Et comme vous avez bien dit, au début des indépendances, entre guillemets, nous disposons de 517 km. De 1960 jusqu'à très récemment, je veux dire, pratiquement quand Camraille reprend régie FECAM pour changer le nom et tout le reste, nous disposons d'environ 1025 km. En d'autres termes, le gouvernement camerounais avait les grandes difficultés avec, je ne sais pas quoi, la dévaluation, tous ces plans d'instruments structurels, a quand même pu construire jusqu'à presque 500 km de plus. Camraille vient prendre cela en 1999. Avec c'est vrai, la concession sur 30 ans, avec un cahier de charges clair. Il y a au moins 3 points qui retiennent mon attention. Il y a la maintenance, il y a la rénovation, il y a la construction. De 1999 à aujourd'hui, 2021, c'est-à-dire plus de 20 ans plus tard, est-ce que Camraille a construit... Il reste quelques années seulement. La concession finira. Est-ce que Camraille a construit un seul centimètre de rail nouveau? Non. Mais le pire, c'est pas là. Le pire, justement, ils se sont attelés à détruire même une partie du réseau ferroviaire.
jusqu'à Obala, Mbanga Konsamba. C'est un peu trop fort. Non, c'est pas dire qu'on n'exploite plus. Non, c'est pas ça. Moi, je vous le dis, moi j'ai fait au lycée bilingue en Konsamba. Oui. Des gens ont pris le temps d'arracher les rails, de les vendre comme ferraille. Ça veut dire qu'il y a des tronçons qui n'existent pas. Ça, c'est du fait des Camrailles? Je peux pas vous dire. Dites bien. Mais quand vous avez les gens ont pris. Oui, le compte. Il faut faire une enquête. Oui. Quand vous avez la responsabilité de protéger un bien, si quelque chose arrive à ce bien, votre responsabilité est engagée. Non, je ne veux pas te couper. Vous ne pouvez pas. Avant que Camraille ne soit vendu, entre guillemets, avant que Camon ne soit vendu, je veux dire la régie ne soit vendue, ils ont pris avec leurs techniciens le temps de faire l'évaluation de l'état des lieux. Exact. Alors, ils ont donc pris quoi? Exact. Cette partie des rails. Nous avons vu les rails être transportés et vendus comme de la ferraille. Ça, c'est d'un. Mais maintenant, le pire n'est pas là. C'est qu'en fait, nous sommes dans un état. Vous savez, à un moment, Camraille a même menacé, puis il faut bien comprendre que Camraille, Bolloré est actionnaire à 77%. C'est pourquoi je dis, on peut tirer sur Camraille, mais il y a aussi une responsabilité étatique. Camraille, c'est quoi? Bolloré actionnaire à un peu plus de 77%, je crois 77,5%. L'État du Cameroun actionnaire à 13,5%. Il y a c'est quoi? Les gars du bois ici, là. Il y a Tangri. Il y a même Total aussi. Tangri Merci. qui est du bois. Très bien. Et Total. Oui. Très bien. Et il y a la responsabilité qui est engagée de côté. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont d'abord contribué à brader ce patrimoine, quelles sont les conclusions qui les ont amenés à cela? Puisque Camraille fait des bénéfices exponentiels. Tu parles. Le pire, c'est pas là. Le pire, c'est que eux, ils sont menacés. Je dis, à l'époque, moi, j'ai travaillé dans un établissement où j'avais la responsabilité d'aller sur le terrain pratiquement partout au Cameroun. Donc, je prenais pratiquement ce chemin tous les jours. Et vous savez qu'à un moment, Camraille menaçait de ne plus transporter les passagers. Parce que le fret donnait plus d'argent. Ils ne veulent même plus respecter les paroles. Il a fallu qu'on frappe la main sur la table. Parce qu'ils transportaient le pétrole, ils transportaient le métaux, le bois et tout le reste. Les Camerounais, ça ne vaut plus rien. Maintenant, vous avez soulevé la première question sur la catastrophe des écarts. Vous savez que quand il y a eu la catastrophe, en 2016, Camraille transportait en termes de personnes 1,6 million de personnes. Bon chiffre d'affaires. Mais du fait justement de la catastrophe, il y a une phobie des Camerounais. Deuxièmement, il fait que, bon, c'était pas praticable. Il y a une chute de trafic jusqu'à un peu plus de 860 000 personnes. Est-ce que vous savez que quand il y a le déficit, en ce qui concerne le nombre de passagers, l'État du Cameroun est tenu de payer Camraille? Je crois l'État doit autour de 15 milliards. Ça veut dire que c'est pas sérieux. Ça veut dire quoi? Camraille participe au profit, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une difficulté liée à leur responsabilité, pourquoi je dis à leur responsabilité? Pourquoi? Parce que quand il y a l'accident, la responsabilité de Camraille est engagée. Premièrement, est-ce que le matériel est vétuste? C'est quand même de votre fait. Le matériel est mal entretenu, c'est quand même de votre fait. Mais maintenant, quand il faut gérer les pertes, l'État du Cameroun doit mettre la main à la poche pour compenser cela. Je dis pour moi, je pense que nous sommes dans un jeu de dupes où certains Camerounais ont participé à brader le patrimoine national. Mais comme je le dis parfois, nous pouvons participer à faire le mal à la nation. Parce que nous allons avoir quelques billets de banque. Mais tôt ou tard, cela nous rattrape. Parce que, plus ou moins, moi j'ai des amis qui étaient dans ce train-là. C'est vrai. Dieu merci, ils sont sortis juste blessés. Ça veut dire que vous et nous, tous qui sommes ici, on pouvait perdre des personnes là-dedans. Il y en a même qui ont perdu des proches. Toujours est-il que si nous prenons une décision qui est mauvaise, un jour ou l'autre, ça peut nous toucher directement, ça peut toucher un de nos proches. Voilà, Amanotak, je vous pose la question principale, le secteur ferroviaire. Lorsque vous l'observez aujourd'hui, il faut qu'on s'arrime, hein. Le Cameroun est en retard pour vous? Beaucoup de choses restent à faire? Retard, c'est peu dire, ces gens-là. Nous sommes encore au niveau du Moyen-Âge. Parce que lorsque vous voyez l'évolution dans des pays comme l'Éthiopie, dans des pays comme le Nigeria, dans des pays même comme le Sénégal, vous vous demandez comment est-ce qu'on a fait pour arriver là. Je ne voudrais pas revenir sur ce que les autres panélistes ont déjà dit. Ils ont dressé un bilan assez dramatique et nuageux du secteur ferroviaire dans notre pays. Toujours est-il que nous sommes là en face d'un des pans de l'échec du système en place, de l'échec du RDPC. Je suis surpris de voir certains panélistes se plaindre de la façon dont Camraille est géré, se plaindre du fait que Camraille ait voulu à un moment donné préférer le fret aux passagers. Mais lorsqu'on a vendu, on a vendu. Vous ne pouvez pas décider de tout brader, comme l'a dit notre panéliste, de tout vendre, de tout sacrifier, et puis revenir après pleurnicher. Je dis simplement que le secteur ferroviaire
est comme les autres secteurs. C'est comme l'éducation nationale, c'est comme l'économie, c'est comme l'université, c'est comme la société en général. C'est l'échec. C'est l'échec du système en place, c'est l'échec du RDPC. Et c'est la raison pour laquelle j'invite les Camerounais d'ailleurs à lire notre programme, le programme politique du MRC, parce que nous avons tout un pan de ce programme-là réservé au développement du transport. Nous avons pris conscience, nous savons que sans le transport, sans l'amélioration des voies de communication, que ce soit le rail, le secteur terrestre ou l'aéroport, on ne peut pas véritablement arriver à l'émergence dont on souhaite tant. Donc, je ne veux pas dire reprendre ce que les autres panélistes ont dit. L'échec est là. Lorsque vous voyez des images, vous voyez comment les Sénégalais ironisent par rapport à ce truc préhistorique que des députés, des ministres se sont mis sur le 31 pour aller inaugurer. Je crois que c'était à Ezeka. Je ne sais pas si c'était à Ezeka, on dit le train de l'Intercity. Ils sont allés inaugurer. Et du coup, c'est toute l'Afrique qui se moque de nous, parce que lorsqu'on regarde ce que des personnes importantes sont allées inaugurer, on se demande, mais est-ce que ces gens se rendent compte que nous sommes au XXIe siècle? Je n'ai pas envie d'entrer dans certaines considérations, parce qu'il y a un technicien que j'ai contacté et qui m'a fait comprendre que nous ne pouvons pas encore avoir des trains de dernière génération parce que le métrage, en fait, il a expliqué un certain nombre de choses. Mais je me suis dit, ça ne justifie rien. Ça ne justifie rien. Ça ne justifie pas que nous soyons la risée de l'Afrique. Lorsqu'on regarde des images qui nous viennent d'Éthiopie, des images qui nous viennent du Nigeria, celles qui nous viennent du Sénégal, on se dit, bon, le RDPC a atteint un niveau de saturation. Ils ne peuvent plus rien parce que Serge Alain, lorsque vous parcourez le Cameroun, nous avons un énorme potentiel. Et chaque fois qu'un Africain, que je vois un autre Africain se moquer en quelque sorte de notre pays, je me dis, ben, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que, avec autant de potentiel, parce que moi au moins j'ai la chance d'avoir parcouru tout le Cameroun, moi je me dis toujours pourquoi nous parlons du rail aujourd'hui. Si on prend le secteur de l'éducation nationale, ce sera la même chose. On prend l'université, c'est la même chose, les enseignements secondaires. Donc, je pense qu'il est temps que le RDPC comprenne qu'il a échoué. C'est pas Maître Biliga qui va me dire le contraire. Ils ont échoué, et avec fracas. On parle du rail, comme on pourrait, autant pour moi, parler de la santé, comme on pourrait parler de l'université, comme on pourrait parler du chômage, de l'emploi. Donc, ils ont échoué, et je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Les autres panélistes ont dressé de façon assez sombre ce secteur-là. Je dis, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Et Maître Biliga peut me prouver le contraire si je suis en déroute. Voilà, je vais d'abord commencer par cette... ça, c'est le ministre Lamine Ousmane Mey qui disait « Le chemin de fer a cette particularité d'être peu polluant. Il permet aussi de transporter à des coûts plus faibles des marchandises lourdes. » Maître Biliga, ma question est celle-ci. Est-ce que nous méritons ce que nous avons vu hier? Est-ce que le Cameroun aujourd'hui... Je vous pose une question. Je pose une question à mon fils Nouta. Nous méritons le beau stade? Voilà. Parce que j'ai entendu ici et partout taper sur le gouvernement, sur le Cameroun, pourquoi on a fait des stades? Vraiment, ça sert à quoi les gros stades? Oubliant que le stade, c'est un facteur de développement. Ceux qui habitent Yassa, enfin Japoma et autres, vont vous dire si le stade ne leur a pas rendu prospère, appelons ça ainsi. C'était une brousse. Les routes y sont aujourd'hui. Pour sortir de Douala, vous ne passez plus par l'axe lourd, je veux dire, par l'ancienne route. Vous passez, pour nous qui venons, par exemple, de Makepe, on a des boulevards. Il faut également dire ça, que le Cameroun avance. Il ne faut pas regarder ce que vous regardez comme le... Alors on peut, au niveau des rails. La question qu'on se pose, pourquoi les rails sont là aujourd'hui? Je vais rentrer en arrière. Jusqu'à, je crois, en 1977-78, Konsamba vivait grâce au rail, pour ceux qui ne le savent pas. Merci de le reconnaître. Alors, qu'est-ce qui fait que Konsamba se meurt? Parce qu'il y a la route qui est arrivée. Ceux qui ne le savent pas, la route qu'on appelle la route qui va à Konsamba aujourd'hui, passait par des villes comme, passait par Bonendale,
passait par Boadibo, passait par Babenga, par Bekoko, serpentait donc les Nkapa et autres. La route bitumée. Mais elle s'arrêtait, je crois, à un niveau. Elle n'était pas bonne. On a fait la nouvelle route. Je crois que c'est la nationale numéro, je sais pas quoi. Numéro 5. Qui a fait que, pour une personne qui va en Konsamba, qui va en Kapa, qui va à Bonendale, cette personne n'a plus raison, n'a plus envie de passer par le rail. Donc, prendre sa voiture calmement parce que la route permet qu'il aille avec en voiture jusqu'à Bafoussam. Voilà la course du déclin. La cause du déclin de notre... Je reprends l'autre axe. Je suis étudiant en 81, j'entre en université en 81. Pour ceux qui ne savent pas, pour aller à Yaoundé, nous dormions à la gare de Bessengue, là où il y a Total, Total, non loin de là où on est en train de construire la place de, comment on appelle ça, la place de la BCK. La BCK. Oui. C'est là-bas qu'il y avait la gare. Et nous allions de là-bas, et jeunes, pour prendre les voitures, les trains, on appelle ça couchette, la nuit, pour arriver le lendemain à Yaoundé, lorsque vers midi ou 13h. Je me rappelle. Vous partez de Douala à quelle heure? Autour de 20h, 21h. Vous arrivez à Yaoundé à 13h? À 13h le lendemain, mes amis dans ma génération sont là. Et il me souvient que le jour où, une fois, vers la fin de 3h, on était en 3e année ou en maîtrise, on commençait à arriver à 4h du matin ou à 5h du matin, et on disait un événement. C'était un événement, on partait la nuit et on arrivait. Et vous ne pouviez pas oser prendre les bus ou les routes, il n'y avait pas de bus. Les Saviennes ou autres qui faisaient Douala, Yaoundé, c'était compliqué. Au niveau de Maton, par exemple, on trouvait parfois des bobiers, etc. Voilà la réalité. Dès lors que la route, l'axe est né, naturellement, les bus ont commencé les conditions de voyage sont améliorées. Le train n'a plus été ce train qui avait cet attrait, même pour les gens de chez nous, c'est-à-dire sur l'axe Douala, Japoma, Kendek, Malimba, et en montant jusqu'à Makar et autres. Parce que même la route qui a été faite entre Boumiébel et Zeka et le Lodof a permis de désenclaver Ezeka. Moi, quand j'étais avocat stagiaire, pour aller à l'audience, je partais de très vite, très tôt. Je prenais le train qui me déposait à Ezeka et on attendait, pratiquement vers 14h, le train qui venait de Yaoundé pour nous ramener sur Douala. Aujourd'hui, quand je vais à Ezeka, à 5h du matin ou à 6h, je prends ma voiture, je vais à Ezeka. Je n'ai plus besoin de passer par le train. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, le transport ferroviaire devient résiduel. Le transport ferroviaire des personnes devient résiduel. Parce que même ceux qui sont autour de, même ceux qui dépendent un peu du train, comme les gens de Majob, de Kouamaleb, etc. Quand tu es à Ezeka, Majob, Kouamaleb ou Messondo, c'est un peu très loin. Ou bien quand vous êtes de Pouma sur l'axe, vous entrez sans trop de difficulté. Voilà l'une des raisons pour lesquelles la route, je veux dire le train, le transport ferroviaire a été négligé. Je ne dis pas qu'elle a été négligée, mais c'est l'une des causes pour lesquelles ça s'est arrêté. Oui. Il y a eu l'axe, comment on appelle ça, Baga Kumba qu'on a remis en route parce que le grand Baga Kumba est, compte tenu de l'état de la route, c'est difficile d'y aller, donc on met le train. Donc je ne justifie rien. Mais j'arrive tout simplement à dire que lorsqu'on vous dit que le trafic de marchandises et le trafic que Bolloré au Cambrai privilégié, ça peut se comprendre un peu. Parce que autant, et c'est même bien pour nous autres, parce que lorsqu'il faut mettre les grumiers pour transporter les marchandises, pour ceux qui voyagent là, nous à chaque moment, on risque un accident. Parce que ces grands engins avec les phares, etc. Donc c'est mieux donc de transporter. Si vous pouvez me laisser continuer. C'est vous qui voulez prendre le pouvoir et vous êtes incapable de suivre quelqu'un parler sur vous. C'est vrai, mais arrêtez. Lorsque vous voulez prendre le pouvoir, essayez d'apprendre des trucs élémentaires. Écoutez, l'écoute, sans réagir. Merci. Donc je voudrais donc dire que voilà donc ce que je voulais dire. Okay. Et je termine en disant que le voyage du ministre, on l'a bien dit, c'est un voyage d'essai. Ouais. C'est un voyage d'essai. Rien n'indique que rien ne va s'améliorer au niveau même des marchands. Parce que lorsque vous savez bien qu'il y a des commandes qui ont été faites. Ouais. Beaucoup de commandes et de trains, c'est-à-dire de voitures comme ils appellent, et de locomotives de dernière génération.
il restera peut-être le problème. Certains voudraient voir... Ils sont adaptés à nos rails, là. Oui, les gens aimeraient voir les trains à grande vitesse qui vont faire Douala, Yaoundé à 1h30. Ça viendra bien un jour. Ça viendra bien un jour, mais les pays que vous avez cités comme référence, Sénégal et autres, interrogez-vous. On va vous dire que ces machines ne fonctionnent pas. Tu peux me tromper, oui, tu peux me tromper. Tu peux me tromper. Et lorsque vous prenez des exemples du Sénégal, ne vous arrêtez pas au train. Dites qu'il y a combien de morts. On devrait s'arrêter à la démocratie aussi. Combien de morts lorsqu'on a arrêté. À la démocratie aussi. Oui. On devrait s'arrêter à la démocratie. Il y a eu combien de morts. À l'alternance au pouvoir. On devrait s'arrêter aussi au niveau de l'éducation, de la diplomatie. Vous me laissez parler. Allez-y, bête. Non, mais c'est cette éducation que vous faites à vos enfants. Non, allez-y. J'ai bien peur. Moi, je ne vous donnerai plus jamais mon enfant à être formé. Oh là là. Donc, allez-y. Je dis donc que lorsque vous faites la comparaison, moi j'aime beaucoup faire vos comparaisons, je ris. Parce que je peux vous donner des comparaisons, on me dit que non, les gars fait les comparaisons avec les pays. Il y a eu 167 morts aujourd'hui, je crois, ou bien une centaine de morts à Israël aujourd'hui. Vous le savez? Vous le savez? Mais c'était pas le même coup, ça. Non. Est-ce qu'il y a eu de morts? On est toujours en train de crier des choses. Est-ce que c'est au Cameroun? Non, c'est une bousculade, mais... C'était au Cameroun, vous n'aurez pas dit qu'on n'a pas pris. C'était au Cameroun. C'était un rassemblement religieux. C'était au Cameroun, vous n'auriez pas dit qu'on n'a pas pris les propositions pour qu'il n'y ait pas accident. Non, permettez d'abord à Dalvaris, et après Dalvaris, un coup. Oui, et tout en respectant le point de vue de mon aîné Maître Biga, je suis extrêmement surpris parce que ce qu'il cite est totalement contre la réalité. Parce que si on suit son raisonnement, quand la route passe, le rail doit disparaître. Curieusement, tous les pays dans le monde entier les pays développés qui ont assez de rails bien avancés, il y a aussi les infrastructures routières. Bien sûr. Ce qu'il dit, c'est pas conforme à la réalité. Sinon, comme l'axe Douala-Yaoundé existe, le rail développe c'est là-bas. Comme Douala, je ne sais pas quoi, Douala, jusqu'à Gaoundéré. Il y a la route jusqu'à Gaoundéré. Ouais. Pourquoi les rails existent alors? Ce que je vais dire, moi, en tant qu'une personne qui a vécu en Konsamba, jusqu'au début des années 90, ça fonctionnait les rails en Konsamba. Qu'est-ce qui s'est passé? Une des variables explicatives, c'est que, et il faut bien comprendre, une des grandes difficultés, c'est qu'en fait, nous avons les voies métriques, comme je disais, ce sont les voies métriques à un seul sens. Dans les pays sérieux, c'est dans deux sens. C'est-à-dire aller retour. C'est pourquoi il y a souvent très bien. Au niveau des écoles. Il faut le croisement. Il faut attendre. Maintenant, et il faut comprendre que dans la philosophie du colon, quand il faisait les rails, c'était en réalité pour sortir les matières premières de l'Interland vers le port, notamment vers le port de Douala. Donc, ce n'était pas forcément pour le bien-être de la population. Mais curieusement, ceux qui sont venus après ont maintenu cette même politique. Et c'est une des variables qui explique que dans certaines localités, notamment Konsamba, que les rails existent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu la crise liée aux produits café, cacao, qui, une bonne partie, était transportée par rail. Quand les plantations ne fonctionnaient plus, quand les coûts ont chuté sur le marché international, les planteurs, pour la plupart, se sont découragés. Il n'y avait plus une grande quantité pour transporter. C'est ce qui explique ça. Ce n'est pas parce qu'il y a la route. Au contraire, la route encourage. Pourquoi? Parce que la population camerounaise croit même, en fait. C'est même la raison pour laquelle je crois que le ministre va inaugurer ce train express. Est-ce que la quantité de marchandises transportables par route peut être équivalente? Très bien, à celle du train. Et le coût de revient même. Le coût de revient est extrêmement... Le train... Vous parlez du transport des marchandises, je parle du transport des voyageurs. Donc vous pensez que c'est... Non. Je vous prends des exemples bien précis. Non. Moi, j'avais l'obligation de prendre le train pour aller à l'audience. Mais ce que vous dites n'est pas réel. Si je vous parle des faits... Non, mais les faits... Non, parce que les chiffres... Mais vous n'êtes pas le monde entier, mais... Non, je dis que je ne suis pas le seul. Non, c'est pas de vous. Voici comment ça se passe, mais... Je prends des exemples simples. Voici comment ça se passe. Oui. On va revenir. Le chiffre global de Camrail, c'est 41 milliards pour le fret, 6 milliards pour les personnes. Donc, vous ne pouvez pas dire que... C'est promis, on va revenir. Amand Nouta, gardez vos arguments. Bernard Tchaye. On va revenir après le 20h de Nadi Diambo. Mais avant cela, une page de pub. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Dalvaris Ngoudou, économiste géostratège. Il est également là, Armand Noutak, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Bernard Tchaye de l'Union des populations du Cameroun et
Maître Joseph-Claude Biliga du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maître Joseph-Claude Biliga, 4 soldats qui tombent encore. 4 soldats de trop. Ouais. 4 soldats de trop parce que je pense que nous tous, nous prions Dieu et pour que cette guerre finisse. Parce qu'il n'y a aucune raison que cette guerre persiste. Et c'est pour cette raison que je suis de ceux qui pensent que nous devons tous, quel que soit le camp où nous sommes, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'opposition, nous réunir, nous unir, je veux dire, pour pouvoir combattre cette hydre qu'est la guerre. Je ne voudrais pas dire que c'est elle qui a raison ou c'est tel autre qui a tort, mais notons que l'armée a ce qu'on appelle la violence légitime. L'armée est là pour nous défendre et on ne pourrait jamais mettre sur le même pied d'égalité cette armée qui est là pour nous défendre et ceux qui ont pris les armes contre la République. Ceux qui ont pris les armes peuvent avoir des raisons. Moi je dis, et c'est pour cette raison que je dis que lorsqu'on regarde par exemple ce mouvement qui s'est fait passer l'étape qu'on a pu appeler de déni, et par la suite, les problèmes posés par nos frères du Nord, Sud-Ouest ont été examinés et il y a des solutions qui ont été trouvées. Et je pense qu'aujourd'hui, cette guerre résiduelle, cette violence résiduelle est essentiellement constituée des personnes qui trouvent de l'intérêt dans la persistance de la guerre. C'est brigand, etc. Et moi je dis, j'aime beaucoup étendre cela, pas seulement au niveau de Cameroun. Nous encore, je veux dire qu'il y a un groupe qui s'est levé pour se plaindre d'un certain nombre de faits. Mais dans d'autres pays, c'est pas ça. Au Burkina Faso, il y a encore des morts récemment. Au Mali, tous les jours, on en parle. Je veux dire que l'Afrique doit pouvoir se regarder dans le miroir en se disant où est-ce que nous allons avec cette guerre, avec ces morts-là. Je crois que je ne sais pas où est-ce que j'ai suivi un débat, je crois hier, vous avez parlé d'un débat hier sur l'usage de l'anglais. Oui. Et j'ai dit c'est très délicat. C'est-à-dire que le logiciel qu'on a envoyé à la House of Chiefs, c'était en français, voilà, dans le Sud-Ouest. Il faut que des actes pareils, qui sont aussi des actes symboliques, je veux dire, qui peuvent avoir des caractères, je veux dire, des conséquences graves, très graves, qu'on évite de les poser. Pour ça, je veux dire, on peut prendre la peine de savoir que... On pouvait éviter ça? On pouvait éviter. On pouvait éviter. Il faut être honnête en le disant, il faut même qu'on évite ces gens de choses. Voilà. Mais je veux dire une chose, c'est que lorsque, par exemple, si on met sur toutes nos rues, ou bien sur les ponts de l'autre côté, bridge, vous verrez aucun francophone se fâcher. Au contraire, ils seront contents. Combien de francophones savent par exemple que Camrail, c'est Cameroun Railway, que Kamwata, c'est en anglais. On ne s'en rend même pas compte. Et on ne cherche même pas à traduire. Par contre, lorsqu'on écrit CNPS, il y a une traduction en anglais là-bas. Lorsqu'on écrit Office Port Autonome de Douala, il y a une traduction en anglais là-bas. Mais les sociétés qui ont le nom en anglais, on ne les traduit pas en français. Il faut peut-être faire cette remarque. Je me trompe peut-être. Mais vous ne verrez pas ça de manière officielle. Tu attires mon attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont, disons, francophones, acceptent un peu, sont même contents d'apprendre l'anglais, puisque la plupart de nos enfants sont anglophones aujourd'hui. On fait l'école à l'anglo-saxonne. Mais ça se comprend, c'est un problème de minorité. Dès lors que la minorité se sent, à tort ou à raison, marginalisée, un petit geste, un petit mot, un petit acte peut avoir des conséquences dramatiques. C'est pour cette raison que moi je pense que si c'est vrai que ces ordinateurs, je veux dire, ces trucs qu'on a envoyés qu'on pense à les remplacer. Vraiment, pour moi c'est logique qu'on pense à les remplacer parce que effectivement l'autre l'a dit, on a beau être franco-camerounais, c'est-à-dire bilingue, mais on a des zones où parfois il faut tenir compte des réalités. Nous ne sommes pas seulement au Cameroun, j'aime prendre des exemples. Vous arrivez en Belgique, au Royaume de Belgique. Si vous êtes wallon et que vous allez chez les Flamands, vous ne parlerez pas le français. Vous arrivez dans une zone wallonne, je veux des flamandes, qui est germanisante, alors que les wallons sont les francophones. Vous parlez, on ne vous répond pas. Sauf si vous êtes étranger. Quand moi j'arrive, je suis camerounais, c'est que je suis noir. On ne vous répond pas. Or, c'est un pays qui date depuis des milliers d'années. Je veux dire qu'il faut tenir compte de cette réalité. Dans chaque pays, il y a cette réalité. Lorsque vous arrivez au Canada, effectivement, là, c'est pas la même chose. Mais on sait que quand vous êtes au Québec, c'est le français qui est majoritaire. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter ce genre de gestes. C'est pour ça que je dis que nous tous, chacun à son niveau, nous devons poser des actes qui concourent à la paix.
pour éviter qu'il y ait de l'étincelle. Je m'incline sur la mémoire de ces quatre soldats qui sont morts dans l'exercice de pour la défense de notre pays. Et je souhaite que cela ne se reproduise pas. C'est-à-dire que si on peut arriver à un niveau où il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de morts, que ce soit du côté des sécessionnistes, que ce soit du côté de l'armée ou bien des civils, un mort camerounais est un mort de trop. Amanouta, cette situation, c'est pas la première fois. Hein. Toujours dans le département des Bamboutos, c'est pas la première fois que les FDS sont attaqués de la sorte. C'est-à-dire on attaque un poste. D'abord, Serge Alain, je m'incline sur la mémoire des 4 soldats tombés au front. Et je suis triste de constater que dans tout son développement, Maître Biliga, qui est du RDPC, n'a pas évoqué le dialogue national. Or, ils ont tambour battant, avec Vuvuzela et beaucoup de bruit, organisé un dialogue national au sorti duquel il y a eu des recommandations. Peut-être fallait-il que Maître Biliga profite de ces 4 morts de trop pour nous dire où est-ce qu'on en est avec les recommandations du grand dialogue national. Était-ce une parade parce qu'on a suivi Macron après, dire qu'il a exigé un grand dialogue pour que le président Biya puisse arriver au sommet de Lyon? Était-ce juste pour ça? Donc, je pense qu'il est temps. Et d'ailleurs, 125 de nos militants sont en prison parce qu'ils ont marché pacifiquement pour exiger la fin de la crise anglophone. Mon frère et ami Bibou Nissak est enfermé parce que nous avons demandé un vrai dialogue national pour la fin de la crise anglophone. Je suis plutôt heureux aussi d'entendre Maître Biliga dire que si nous pouvons nous asseoir ensemble, c'est d'abord la preuve. Il reconnaît que leur dialogue a été d'abord un échec. Maintenant, si Maître Biliga est conscient que nous pouvons nous asseoir indépendamment des partis politiques, je voudrais qu'ici et maintenant, qu'il demande aussi la libération de ces 124 militants qui ont marché pour réclamer la fin de la crise anglophone, pour revendiquer un dialogue national inclusif. Et vous voyez, j'ai un peu de la peine à parler parce que depuis 2016, on n'a pas cessé de dire au gouvernement, le chemin que nous prenons n'est pas le bon. On a essayé la force. Je revois encore la prestation de, comment on appelle le député SDF qui est en exil, Joseph Wiba, à l'Assemblée nationale. C'était une sonnette d'alarme. On aurait pu comprendre l'honorable Joseph Wiba. Parce que c'est la toute première fois qu'un député, un élu de la nation, s'exprime avec autant de violence à partir de l'Assemblée nationale. Ça n'a intéressé personne. On a laissé la situation pourrir. Et au moment où on demande le dialogue national, il y en a qui ont choisi, n'est-ce pas, des thématiques sur lesquelles travailler. Et voilà l'échec qui est encore là aujourd'hui. Chaque cadavre, ou bien chaque Camerounais qui tombe, est un Camerounais de trop. Qu'il soit civil, qu'il soit même terroriste, parce que ceux que nous qualifions de terroristes, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Vous n'allez pas avoir des enfants et espérer que dans une même maison, tous les enfants soient normaux, entre guillemets. Ce sont nos frères. Donc même ces terroristes qui tombent là, ce sont des morts de trop. Parce que avant 2016, le Cameroun avait l'air de se porter bien. Je comprends la gêne de Maître Biliga sur le plateau parce qu'on aurait été en 2016 qu'il nous aurait parlé de paix, il nous aurait vanté, n'est-ce pas, les mérites de l'unité nationale. Voilà l'unité nationale qui est en péril depuis 2016. L'intégration nationale aussi. Et le vivre ensemble est désormais entre parenthèses. Maître Biliga, comme vous l'avez dit ici, sur ce plateau, mettons-nous ensemble pour exiger un vrai dialogue national. En commençant d'abord par libérer les prisonniers de la crise anglophone, par libérer les jeunes qui ont manifesté pour pacifiquement mettre. Parce que on a entendu le président Biya parler, évoquer l'insurrection. Nous avons manifesté pacifiquement pour exiger un vrai dialogue national. Commençons par libérer ces prisonniers-là et allons ensemble vers la table du dialogue. Le MRC et le président Maurice Kamto l'a toujours dit, sa main reste tendue pour la fin
des comptes. Personne n'a jamais été fier que le sang se verse. Et nous avons dit, on ne marchera pas sur le sang parce qu'on nous a accusés à un moment donné de vouloir profiter de la crise anglophone, de vouloir soutenir les ambazoniens. Nous sommes pour l'unité nationale. Même si nous voulons un monde à l'avenir débattre de la forme de l'État, nous sommes d'abord pour l'unité nationale. Le Cameroun est un et doit rester indivisible, mais il faudrait qu'ensemble, nous puissions cheminer vers un dialogue inclusif, sincère. Et cela commence par la libération de ceux qui ont marché, pas pour l'insurrection, mais pour réclamer un dialogue national. Okay. Voilà, Dr Goudjou, d'abord, vous êtes... Il y a ce mot-là qui revient tout le temps. Les Camerounais doivent s'asseoir pour discuter. Il y a eu le grand dialogue, donc on trouve que, bon, ça n'a pas... Il y a eu des recommandations qui ne sont pas implémentées jusqu'ici. Certains disent que c'est pourquoi on continue à recenser des morts, des deux côtés. Premièrement, comme les autres, je m'incline devant ces corps qui sont tombés. Ouais. Nous sommes ici sur Equinox, nous nous exprimons librement. Et comme nous le disions en off, le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique, même dans le monde entier, où des gens peuvent donner leur point de vue, parfois rentrer sans être inquiétés. Nous avons critiqué ce soir, je suis convaincu que je vais rentrer chez moi, personne ne va m'inquiéter. En réalité, si j'ai cette conviction, c'est parce qu'il y a les forces de l'ordre qui garantissent un nombre de choses. Et les éléments comme ceux qui sont tombés sur le front là restent loin de leur famille, de leurs enfants, de leur épouse, meurent même au front pour que nous puissions avoir cette liberté. Et nous pensons que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Car en tant que croyants, nous savons que la vie est la chose la plus précieuse qui soit. Et quand ces éléments donnent leur vie pour notre sécurité, ils méritent beaucoup plus d'honneur. Maintenant, dans le contexte actuel, je pense du point de vue tactique, jusqu'à présent, je le dis parce que je connais un peu les éléments liés au commandement, jusqu'à présent, les forces engagées sont encore sur la base défensive. Parce qu'il faut bien voir le modus operandi des éléments, des insurgés. Ils viennent attaquer les gars qui sont imposteurs. Ça veut dire jusqu'à présent, on les regarde faire. Croyez-moi. S'il faille vraiment déployer de l'arsenal sérieusement, je crains beaucoup. Je pense que jusqu'à présent, la réaction, on tient compte qu'ils sont nos frères. Et vraiment, Amar a raison de le dire, sont nos frères. S'il faille déployer le matériel qu'on a, vraiment, ça risquerait d'aller dans tous les sens. Mais maintenant, comme on le dit, même dans la guerre, que ce soit la première, la deuxième guerre mondiale, même la guerre froide, après il y a eu le dialogue. L'avantage ou le désavantage qu'il y a un dialogue après les morts, c'est qu'on pourrait faire l'économie des morts. On peut aller directement au dialogue. Mais maintenant, là c'est des théories qui existent dans des pays sérieux. Quand on va au dialogue, la manière d'aborder le dialogue peut nous permettre de voir si on veut une solution au problème. Est-ce que si nous laissons la quintessence sérieuse des problèmes, nous disons on peut faire un dialogue pour le dialogue, c'est-à-dire on se met à bavarder sans vouloir vraiment trouver une solution. Ou alors on trouve des solutions, on refuse de les implémenter. Je prends un élément très simple, qui peut être un élément psychologique important. Prenons seulement le DDR. Il y a des gars qui ont accepté de déposer des armes, qui sont venus, mais qui après ils se sont dit, mais les promesses qu'on nous a faites, on les respecte. Voilà. Nous risquerons de prendre les armes pour retour. Mais en réalité, si on implémente bien le DDR, ça peut être un élément de guerre psychologique pour ceux qui sont encore en bourse, pour les inciter à sortir. Ça, c'est d'un. Et surtout pour dissuader d'autres de prendre les armes pour rentrer en bourse. Moi, je pense que si on implémente vraiment, si on fait un dialogue franc et qu'on implémente les résolutions, on peut faire l'économie de tous ces mots-là. Car tôt ou tard, nous allons dialoguer. Et nous perdons, puisque, quel que soit, vous avez la loi, quand on regarde la loi des finances pour cette année, mais une bonne partie, or ça c'est la partie officielle, et puis il y a une partie officieuse des finances qui sont consacrées aux dépenses militaires. Nous ne pouvons pas avouer ça ouvertement parce qu'on aura peur du FMI, de la Banque mondiale. Il y a une partie importante qui est avalée de ce côté-là. Or, si nous pouvons faire économie de cela, je suis convaincu qu'on pourrait ramener ces gênants. Et surtout, nous sommes sur une pente qui est glissante. Nous avons regardé les vidéos tout récemment sur Internet où ils commençaient à utiliser de manière très sérieuse, mais à mon avis un peu plus professionnelle, des engins explosifs improvisés, où ils laissaient apporter les blindés légers de l'armée jusqu'à un moment et ils déclenchent à distance. Je veux dire, on se rend compte qu'au fur et à mesure, les gars sont en train de se perfectionner et c'est extrêmement dangereux.
Ils sont maintenant à l'offensive. D'abord, ils faisaient l'offensive juste dans la zone nord-ouest, mais ils sont en train de venir déjà un peu. Je crois que très récemment, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, il y a quand même eu des escarmouches. Donc moi, je pense pour moi que le dialogue serait un vrai dialogue et l'implémentation des mesures avec un échéancier est l'élément qui peut nous permettre de sortir de la solution. Mais surtout, comme nous connaissons les principes de dialogue, on peut utiliser la pyramide. La pyramide peut être inversée. Vous savez, une pyramide inversée, la base est effilée. C'est-à-dire, à la base, vous avez une petite revendication. Mais au fur et à mesure qu'on avance, là, oui, ça s'ouvre. En d'autres termes, vous augmentez les revendications. Ça, c'est une stratégie utilisée quand on est négociateur, quand on ne veut pas de solution au dialogue. Mais maintenant, dans la plupart des négociations sur le plan international, national, on utilise une pyramide normale sur une base normale. C'est-à-dire, à la base, on peut avoir un ton de revendication, mais au fur et à mesure, on effile les revendications. Ça veut dire que chacun essaie de mettre un peu d'eau dans son vin pour que nous puissions avoir une solution. Car tôt ou tard, moi personnellement, j'ai employé des gens, j'avais un de mes employés, on a pris sa maman en otage. Ensuite, on a pris son papa en otage. J'étais content de mettre un peu la main à la poche pour l'aider à payer. Les premières victimes, j'en ai parlé une amie encore, on a pris sa petite soeur en otage à Bamenda, on lui a même coupé un doigt. Tous sont des anglophones. Des gens qui sont en train de revendiquer disent qu'ils veulent le bien-être pour la population anglophone. Mais les premières victimes, c'est encore les anglophones. Les populations déplacées, c'est d'abord qui? C'est d'abord elles. Ce sont ces mêmes populations que ces prétendus insurgés disent protéger, qui sont en train de kidnapper pour réclamer de l'argent. Pour dire quoi? Pour dire que nous autres, en tant qu'enfants camerounais, nous avons intérêt à passer au dialogue directement. Les caisses de l'État s'ouvrent sérieusement. Je crois que vous avez pris, on a fait un débat là-dessus. L'État est en train d'emprunter de l'argent pour essayer de payer le service de la dette. C'est-à-dire vous empruntez de l'argent pour payer une dette que vous avez contractée. Alors qu'en réalité, on n'a pas fait grand-chose avec l'argent qu'on a emprunté. Nous pouvons rester là, dire qu'on n'est pas concerné. Mais l'État a besoin de financer tout cela, tous ces gars-là. Et je crois que dans la loi de finances pour les 3 prochaines années, on est en train de pouvoir recruter presque plus de 20 000 éléments. On va financer tout cela avec quoi? Avec peut-être la dette. Ça veut dire, vous et moi, demain, quand la quittance ENIO va venir, bombarder, la quittance de l'eau, bombarder, la loi, toute inflation que nous constatons sur le marché, en réalité, nous serons en train de participer à financer cette guerre. Pourquoi? Parce que nous estimons que le dialogue n'est pas nécessaire. À mon avis, nous avons intérêt, même le Camerounais qui est au fin fond de n'importe où, de n'importe quelle localité, a intérêt à ce que cette guerre prenne fin, car cela a un impact négatif. Voilà, Bernard Thiaye, on termine sur cette question. Avant de revenir sur la régie Fercom, sur le rail. L'Union des populations du Cameroun a beaucoup perdu et le sang des camarades se sont beaucoup versés pendant la guerre d'indépendance. C'est tout à fait regrettable aujourd'hui que 4 de nos citoyens meurent encore dans le sud-ouest pour des raisons de guerre. Bien évidemment, je m'incline comme tous les autres, mais ces gens-là, il faut se dire la vérité. Ce maquillage qu'ils ont appelé dialogue national, ce superflu qu'ils ont créé, soit dit en passant, DDR et tout ça, c'était du n'importe quoi. La seule vérité qu'il faut savoir, c'est que dans notre vie, et il faut prendre le sud-ouest comme un exemple aussi quotidien, quand votre fils, et quand vous battez votre autre fils et qu'il est en bas de la maison, il se plaint, après un moment, appelez-le pour lui demander, mon fils, c'est vrai que je t'ai tapé dessus, mais viens qu'on en discute. C'est de ça qu'il est question dans le sud-ouest. Ça ne sert à rien de faire du maquillage, mais si même un maquillage est fait, parlant du grand dialogue national, et qu'on avait implémenté, ou bien eu l'intention d'implémenter les décisions qui avaient été prises lors de ce grand dialogue national, je pense que certaines personnes, comme a dit les uns et les autres, devraient déjà se sentir un tout petit peu culpabilisés de ce qu'ils restent en brousse. Mais tant qu'ils restent en brousse, ils se rendent compte que même ceux qui ont déposé les armes, on n'a pas pu, ne serait-ce que respecter les engagements qu'on a pris, ils comprennent rapidement que c'est du camouflet. Alors je ne peux pas soutenir les Camerounais qui sont en brousse, mais quand quelqu'un a raison, souffrez qu'il se plaigne. Quand quelqu'un pleure, écoutez quand même ses pleurs. Non, on ne peut pas supporter cette guerre, on ne peut pas l'accepter. Le Cameroun restera bien évidemment un et indivisible. La forme de l'État pourrait être discutée tôt ou tard, mais il n'en demeure pas moins que le dialogue inclusif impliquant toutes les forces vives du Cameroun autour d'une table pour se poser une question: pourquoi cette guerre et qu'il faut que cette guerre cesse?
Je suis très heureux aujourd'hui de vivre dans un pays où il y a une accalmie. Quand je dis accalmie, on se comprend. Justement. Parce que même tout à l'heure, on vient de montrer les populations de la 3e en train de guerroyer. On vient de présenter à Yaoundé aussi des échauffourées. C'est des faits sociaux qui passent inaperçus. Mais attention, si déjà une population a le courage d'aller parler à un sous-préfet, ça veut dire que demain, ils pourront aller devant un gouverneur et aller devant le ministre. L'autre jour, nous avons appris sur la chaîne de télévision Equinox, que je félicite en passant aussi, que quelqu'un est allé au ministère de la Défense, de la Justice, demander ses comptes à au ministre Laurent Esso. Ouais. C'est le début d'un commencement, c'est le début d'une frustration, et frustration plus frustration, ça fera N frustration, et vraiment de grâce, je respecte beaucoup mes camarades du RDPC, mais je leur dis, comprenons qu'une fois, on doit s'asseoir pour négocier, pour parler, pour mettre définitivement fin à cette guerre. Et elle passera sûr et certain par l'acceptation des revendications des populations du Nord-Ouest, même si leurs acceptations ne peuvent pas être complètement respectées à 200%, mais il n'en demeure pas moins qu'il faudra reconnaître que nos enfants ont pleuré et qu'on les écoute. Oui, mais on ne peut pas dire une chose et son contraire. Si on veut aller à la paix, on doit tenir un langage de paix. Lorsque vous dites que rien n'a été fait depuis le grand dialogue national, sachant bêtement que ce n'est pas vrai ce que vous dites. Lorsque vous dites que le DDR a échoué, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déposées les armes, il peut y avoir un ou deux qui ne sont pas satisfaites, mais ça a eu une ou deux personnes qui ne sont pas satisfaites et qui sont rentrées. Mais il y a quand même des gens qui sont satisfaits, il y a des gens qu'on a recrutés, il y a beaucoup de revendications qui ont été faites par nos frères du Nord et du Sud-Ouest qui ont connu des réponses positives et acceptées comme telles. Lorsque je vais commencer à la reciter, au niveau de la Cour suprême, au niveau de l'ENAM, la nomination des ministres au niveau des postes régaliens, c'était des revendications des non-frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et la provocation des documents que vous envoyez là-bas. Vous me laissez parler. C'est pour cette raison que je dis... Il s'agit de Mordor, maître. Il s'agit de Mordor. Vous n'allez pas venir parler du common law et des ministres qu'on a nommés, alors que les ministres ont toujours été nommés, maître. Quand nous parlons là de Mordor, et c'est depuis 2016 que ça dure. Peut-être on gagnerait en temps si maître peut-être nous citait les vrais pans des recommandations de dialogue qui ont été implémentées et qui ont permis l'évolution de la situation. On gagnerait en temps. Pourquoi est-ce qu'on doit nous citer le common law, les ministres qui ont été nommés et tout le reste? Maître, quand même. Messieurs, je suis parfois acteur de cette chose. J'étais à l'époque membre du Conseil de l'ordre des avocats. Nous en sommes partis au nord-ouest, je veux dire au sud-ouest. Lorsque les gars réclamaient le fait qu'on ne doit pas faire entrer les huissiers de justice, les notaires camerounais, les notaires, parce que là, le système anglo-saxon, dans notre zone du nord-ouest, sud-ouest, les avocats sont en même temps notaires. Et il y a une loi, on était en train de vouloir modifier cette loi pour que ce soit comme chez nous, les francophones, soit tu es avocat, soit tu es notaire. Il y a eu des revendications à ce moment-là. Nous sommes partis là-bas. Ces revendications ont permis que cela ne soit pas appliqué. Donc ne faites pas comme... Je vous donne un exemple bien simple. Maintenant, les autres exemples au niveau du grand dialogue national, je crois que tout à l'heure on parlait de chiffres, c'est-à-dire la décentralisation, la House of Chiefs. C'était l'une des recommandations du grand dialogue national. Et le DDR qui existe, c'est quand même le grand dialogue national. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais lorsque vous dites que vous voulez dire que ceux qui prennent les armes ont encore raison, c'est-à-dire vous dites... Personne n'a jamais dit ça, Serge Alain. Si vous le dites... Personne n'a jamais dit ça. Je voudrais terminer en disant ceci. Je le risque très souvent lorsqu'on dit qu'il faudra qu'on fasse tout le monde sur la table. On est 30 millions de Camerounais. Il y aura 30 millions de Camerounais sur une table. Donc, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Ça veut dire que même lorsque laissez parler. Ne soyez pas désagréable. Moi, je peux être plus désagréable que vous. Moi, c'est mon rôle. Je suis avocat, donc je suis habitué à encaisser et à donner des coups même plus bas. Donc, essayez de dire... Il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague sur le plateau. Je dis, ce que je dis est vrai. Je dis, vous, du MRC, vous plaignez parce que vous n'êtes pas au dialogue, vous n'êtes pas parti au dialogue. On vous a invité, vous n'êtes pas parti. C'est ça le problème.
Vous voulez prendre le peuple en otage. Quand vous n'êtes pas allé au dialogue, ce dialogue est nul. Ceux qui sont partis là-bas sont des nuls. C'est-à-dire que, comme chez vous, on a lu des sandines si on n'est pas dans votre non, mais c'est vrai la vérité. C'est donc... Présentez-nous les aspects positifs de ce dialogue. Je vais poser des questions. C'est pas vous qui me posez des questions. Vous avez interpellé le c'est pas vous qui me posez. Je représente la MRC ici. Ce que je suis en train de vous dire, et c'est ici. Il y a eu un dialogue qui a été organisé. Oui. Ce dialogue a connu des avancées. Tout à l'heure, on a parlé, c'était la calmie dans cette zone. Ce n'est pas la guerre aujourd'hui au nord-ouest. Il y a des mouvements, des actions sporadiques qu'on peut appeler des bandits. C'est la réalité. Et je veux dire, je vous donne un exemple. Vous avez dit que je n'aime pas les armes. Il y a eu combien de dialogues en Centrafrique? Il y en a eu combien au Tchad? Où ce nivellement il y a eu combien au Mali? Et le nivellement par le bas. Non, attendez un peu. Le problème, ce n'est pas seulement de dialogue, c'est la volonté d'aller au dialogue avec l'espoir, avec la volonté d'aboutir à un résultat. Si vous allez au dialogue juste parce que, tant qu'on n'a pas accepté vos positions, vous allez prendre vous allez le faire. On l'a vu en Centrafrique, on a vu au Mali, on a vu au Tchad, on a vu dans plusieurs pays où il y avait la guerre, où on a dit allons au dialogue, les gens sont allés au dialogue, les gens ont été prises. À RD Congo avec le M13. Il n'y a pas eu de dialogue, il y en a eu partout. Donc je veux dire que je suis pour le dialogue, mais un dialogue sincère. À travers un dialogue sincère, pas un dialogue où on va dire oui, on va au dialogue. Tant que nos revendications, notre position n'a pas été acceptée, on considère que c'est pas un dialogue. Je croyais que c'est Jalin qui avait eu dialogue. Heureusement que Maître reconnaît qu'il faille aller à un vrai dialogue. On fait un dernier dialogue. Merci, on fait un dernier tour de table. Merci, Maître. On fait un dernier tour de table. Tonton Goudou, on vous a coupé lorsque vous répondiez à Maître Biliga qui parlait de c'est pas évident, hein. La création, la mise en place de ces axes-là qui ont, entre guillemets, tué le chemin de fer. Ouais, j'étais de disant que ce que Maître dit n'est pas conforme à la réalité. Puisque dans tous les pays du monde entier où le système routier est bien développé, il y a le chemin de fer qui se développe. Si on suit son analyse, son approche, c'est que l'As Douala-Yaoundé devrait tuer le chemin de fer, et ainsi de suite. Moi, je dis non, ce n'est pas cela. Il y a une difficulté énorme que l'État a implémentée. La politique liée à l'agriculture, notamment les plantations cacao-café. La chute de ce prix a participé à ce que les planteurs se découragent. Et quand ils se décourageaient, le flux de marchandises, notamment du café allant vers Douala, a diminué. Et Camara, voyant que ne rentrait plus dans ses frais, à mon avis, a participé à tuer cela. Ce que je vais dire pour sortir, c'est que nous pouvons nous en sortir. Mais c'est quand même un peu tard. Et nous voyons la stratégie de Camara. Camara a une concession pour 30 ans. Nous sommes à quelques années de la fin de la concession. Et curieusement, c'est à la fin qu'elle organise une étude de faisabilité de 2 ans pour pouvoir dans quelle mesure on peut prolonger jusqu'au Tchad. J'ai dit c'est même très peu. Parce qu'il faut bien regarder. Dans les grandes lignes stratégiques, le Niger, l'exploitation du pétrole qui est au Niger devrait être exportée par le Cameroun. Ça, c'est bien. Mais surtout, les Soudanais pensent qu'ils devraient relier leur tronçon de chemin de fer à ceux du Cameroun pour pouvoir être liés à Port-Soudan. Or, si on est lié à Port-Soudan, ça participe à booster les exportations pratiquement de la sous-région jusqu'au Moyen-Orient. Parce que Port-Soudan, vous sortez pratiquement à la mer Rouge, vous êtes dans le Moyen-Orient. Donc, je veux dire que leur stratégie, c'est quoi? C'est de commanditer une étude aujourd'hui qui va faire 2 ans pour sortir, c'est-à-dire quelques jours. On dit, OK, maintenant, nous pouvons renouveler le contrat. J'ai dit, c'est trop malhonnête. C'est cynique. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, en plus de 20 ans, ils n'ont rien investi. Alors que dans leur cahier de charge, ils devraient investir. Même les rails dont on parle, même s'ils ont, le matériel roulant qu'on utilise, c'est des voitures qui datent de 50, 60 ans. Pourquoi? Parce que si on a même du matériel roulant de nouvelles technologies, on ne peut pas les utiliser. Nous avons le cas des rails de 1 seul mètre. Voilà. Donc il faut plus d'1 mètre, 1 mètre, presque 1 mètre et demi. Il faut voir tout cela. Mais je vais sortir sur une note positive, disant que oui, hier, le ministre Ngalé Bibé a participé à cette inauguration. La petite fierté que nous pouvons avoir, c'est que ces voitures ont été rénovées au Cameroun par des ingénieurs camerounais. On aurait pu aller encore commettre l'erreur d'en acheter en Chine comme on l'a fait la fois dernière. On a vu le nombre de morts. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je dis que c'est une insulte contre la mémoire des Camerounais. C'est une insulte contre l'intelligence des Camerounais de dire que dans un train qui était bondé de près de 3 à 4 000 passagers, et que les wagons sont totalement rentrés dans une falaise, qu'il n'y a eu que 76 morts, alors qu'il y a des familles camerounaises qui jusqu'à aujourd'hui cherchent le corps de leur disparu. Voilà, Amanouta,
sur cette question? C'est-à-dire que la présence des axes routiers qui tuent Maître Biliga joue son rôle. Il sait très bien qu'il n'a pas raison. Il sait très bien que son argumentation ne tient pas du tout. Parce que le Cameroun ne vit pas en autarcie. On voit comment les autres fonctionnent, comme disait le panéliste d'en face. On voit comment dans d'autres pays ça fonctionne. Est-ce que dans d'autres pays, moi j'ai envie de poser la question à Maître Biliga, est-ce que le RDPC qui gère le pouvoir a une vision pour le Cameroun? Est-ce que vous avez une vision des transports? Est-ce que vous avez une vision du rail? Est-ce que vous pensez, vous imaginez même un de ces 4 matins mettre en place le TGV ou bien, je ne sais pas, mettre sur pied des systèmes modernes de transport comme ce que nous vivons, ce que nous voyons à l'extérieur? Parce que on a entendu votre chef dire ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut, mais on dure aussi au pouvoir pour faire quelque chose. Qu'est-ce que le RDPC prévoit faire dans le transport par chemin de fer, dans le transport routier? Bon, vous allez évoquer quelques axes. Tout à l'heure, vous parliez de Japoma, comme si le Cameroun se limitait à Douala. Maintenant, vous avez entendu Maître dire que nous sommes là pour noircir le Cameroun, on ne voit pas ce qui est fait. Moi, je ne m'intéresse pas au train qui arrive à l'heure. D'ailleurs, un train qui arrive à l'heure, ce n'est pas un événement. Le train est censé arriver à l'heure. Maintenant, le train qui arrive en retard, c'est là où on commence à se poser des questions. Pourquoi ce train arrive en retard? En 40 ans, maître, vous êtes conscient, et vous êtes un papa que je respecte beaucoup, vous êtes conscient qu'on aurait pu faire mieux avec un vaillant peuple comme le peuple camerounais, avec toutes les ressources et toutes les potentialités que nous avons. Donc, si aujourd'hui, critiquer la gestion du RDPC revient à dire que on noircit l'image du pays, non, maître. Nous sommes conscients qu'avec tout le potentiel que nous avons, on aurait pu faire mieux. Maintenant, dire sur un plateau de télévision que le rail, l'arrivée de la route a tué le rail et a entraîné le déclin de Konsamba, vous savez très bien que c'est faux, vous savez très bien que ça ne tient pas la route. Donc, au-delà de tout, nous pensons que le RDPC, en 40 ans, a atteint un niveau de saturation. Même s'il avait peut-être l'envie de faire, il ne le ferait plus. Et il est temps que nous passons à autre chose. Benatia, sur cette situation, le secteur ferroviaire en panne, qu'est-ce qu'on doit faire? La colonisation. On commence d'abord les rails, on commence d'abord à se mettre aux normes, comme dit Dr Goudjou. La colonisation de la France, la récréation est terminée pour la France. La France a continué et continue à envoyer ses valets en Afrique pour piller les dernières richesses. Comment est-ce que Bolloré, monsieur Bolloré, peut attendre à moins de 2 ans de l'expiration de son contrat pour engager une étude de route? De qui se moque-t-on? De nous les Camerounais, encore vivants, encore que nous ne vivons plus. De l'État du Cameroun. Hein, de l'État du Cameroun. L'État, c'est nous. Alors, Bolloré, c'est le Cameroun. Tout ce que nous demandons, c'est que la colonisation de la France en Afrique a déjà trop duré. L'État du Cameroun, je veux dire, certains Camerounais ont pris leur responsabilité derrière moi pour dire à ce même Bolloré que la récréation s'arrête un tout petit peu au niveau de la gestion du port, du terminal à conteneurs ici à Douala. C'est de la même façon que les gouvernants du Cameroun doivent prendre leur responsabilité pour dire à Bolloré, le poisson que tu t'en vas pêcher à moins de 2 ans, là, nous n'en avons plus besoin. Bolloré doit prendre ses valises et rentrer dans son pays en France, créer sa propre société de chemin de fer pour la gérer comme il voudrait. En ce qui le concerne, puisqu'il n'a rien fait depuis qu'il a eu cette session, je ne pense pas que c'est 2 ans après, à moins de 2 ans, qu'il pourra faire quelque chose. La récréation de Bolloré, je pense qu'elle s'est arrêtée. Bolloré ne peut plus rien faire. On ne fait pas le procès de Bolloré ce soir. Hein. C'est une façon de parler pour dire qu'à moins de 2 ans, ils veulent faire une étude. C'est l'État du Cameroun. Il est trop tard. Il est trop tard, soyons sérieux, il est trop tard. Bon, peut-être que l'étude aussi ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Bolloré. C'est 2 États. Oui, mais nous pensons que, au vu du non-respect du cahier de charges de la société, l'État devrait se comporter comme un État sérieux, arrêter cette mascarade. Ok, Maître Biliga. Oui, je pose une question simple. Termine avec vous. Qui peut dire que les différents moyens de transport n'ont pas d'impact l'un sur l'autre?
Qui peut dire que le fait que les rails soient, par exemple, qu'il y ait une accessibilité plus facile par la route, n'empêche pas les personnes de prendre les rails, de choisir plutôt la route par rapport aux rails? Qui peut dire que le fait, par exemple, que peut-être aujourd'hui, comme Patron disait, on part à 6h du matin pour arriver à 9h, n'aura pas un impact sur l'avion, le caméra, qui par exemple devait venir à 8h et avec les retards, ne vient pas. Est-ce que demain, si vous êtes sûr que vous prenez votre avion, votre train à 6h, vous serez à Yaoundé à 9h, vous allez à l'aéroport prendre un avion qui peut-être ne viendra même pas. Si vous savez que vous pouvez prendre un bus, rentrer à l'intérieur pour arriver à Yaoundé, vous allez prendre votre voiture pour la conduire, c'est pour dire quoi? Pour dire que nos différents moyens de transport ont un impact. Il y a une sorte de concurrence, il peut être une concurrence qui existe entre ces moyens de transport. Et que le fait que l'amélioration de ces moyens-là, des routes par exemple, de réseau routier, peut impacter nécessairement sur le train. Je donne un exemple banal. Imaginez que vous soyez par exemple en Gaoundal, ou je ne sais pas quoi, ou à Bertois, et que, comme on disait tout à l'heure en off, que vous prenez le train à Yaoundé à 20h, vous retrouvez le lendemain à 13h. Et que vous savez que si vous prenez votre voiture, même moi j'ai acheté la voiture de Marois, et que en prenant cette voiture, que vous pouvez arriver plus avant que la personne du train, vous n'allez pas laisser le train. Il n'y aura pas un effet sur le train. Donc moi je parle des passagers, je ne vais pas parler des marchandises. Les marchandises, c'est normal. On parle de tout. Même en termes de passagers, vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Vous croyez que si vous êtes à Douala, vous allez prendre un train pour descendre à Bomono? Vous allez prendre le train pour descendre, je veux dire, même à Japoma? Il y avait une gare à Japoma qui desservait Douala. Donc vous partez de Douala pour aller à Japoma ou à Dibaba. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous allez avec votre voiture, c'est ce que j'explique. Vous ne pouvez pas le nier. Donc moi je dis, faire des choses saines. Comment c'est logique? L'élément fondamental, c'est l'évolution de la taille de la population. C'est ça le problème. La population évolue et il y aura toujours une demande sur les deux bases. Oui, que ce soit sur la route, que ce soit sur la ferroviaire. La réalité est qu'il y a moins de personnes qui prennent les trains aujourd'hui, malgré cette évolution, parce qu'au niveau des routes... Vous n'êtes pas sur ces axes-là. Prenez les Yaoundé Ngaoundé, vous verrez qu'il y a ça de personnes. Moi je prends ce route-là. Je ne parle pas de Yaoundé Ngaoundé. C'est le Nous tien. parlons de Douala. Nous parlons de Douala Yaoundé. Non, on parle du ferroviaire, pas seulement Douala Yaoundé. Transcam 1, moi j'ai dit ceci. Oui, Transcam 1, Yaoundé. Non, laissez-moi intervenir. Moi je vous ai dit ceci. Je vais prendre un exemple bien précis. S'agissant de notre présence quand nous étions étudiants. Nous partions d'ici à 20h pour arriver. Ça fait 40 ans, hein? On ne fait pas 40 ans. 81, comme vous l'avez dit, Oui, ça fait 40 ans. Mais c'est passé ça. On pourrait donner facture, mon frère. Tout évolue. Non, attendez. Merci. C'est facile de dire que tout évolue. Ce que je veux faire comprendre, c'est que les routes, le train, les avions, le bateau, avant pour aller en France, on prenait le bateau ici pour faire 3 mois. Oui. Aujourd'hui, on prend l'avion. Oui. Vous dites qu'il n'y a pas d'impact. Le bateau au niveau de transport de personnel n'a pas perdu. Non, on n'a pas perdu puisqu'il a même pas incendie de Merci. Oui, rapidement, 30 secondes, Amand. Alors, je voudrais saluer vos millions de téléspectateurs, et particulièrement parce que vous êtes très suivis dans mon village à Bamougoum. Et puis je rends hommage à mes ancêtres Bamougoum par rapport à toute la protection. Et je dis bonjour à tous les Bamougoum du monde. Voilà. Merci. La pub là, c'est de la pub. Merci Bernard Taillé. Oui, je pense que je vais aussi dire bonjour aux populations de Makepe Maturité où j'habite. Plus précisément à mon grand frère Alain Gaï qui est là, qui nous suit. Et bonsoir particulier à mon village Fongoli et à tout le monde qui est là-bas. Alors tout le monde va saluer son village alors. Hein? Ok, moi aussi je salue les populations de Baganté, le Grand Prince vous salue, et les populations de Bonamoussadi Kamtel. Voilà. Moi je salue tout le Cameroun. Nous sommes au pouvoir, c'est nous qui. Donc je ne suis pas d'un village, je suis camerounais et je salue tout le Cameroun. Ok, merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine Equinox Soir. On se retrouve lundi à partir de 19h. Bonsoir le Cameroun.